Bonjour à tous. Alors, je suis Christophe Tapia, le fondateur de Sony Asset Management. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence avec un thème un peu provocateur, dirons-nous. Alors, juste pour rappel, un petit rappel historique. En fait, ça fait référence à un célèbre roi de France qui s'appelle Philippe, enfin qui s'appelait Philippe le Bel, qui était roi de France de 1295, 85 à de 1314 et qui a eu une manière assez particulière, bien à lui, de gérer les difficultés financières du royaume français en s'attaquant à l'ordre des Templiers. Alors l'ordre des Templiers, je cite pour un petit rappel historique, alors c'est 2 minutes d'histoire de France, hein, après on va passer à de la finance, mais les Templiers globalement étaient chargés de collecter une partie des impôts et puis surtout de reprêter après à l'État cette charge. Donc voilà, toute ressemblance avec une institution européenne connue serait évidemment fortuite. Et l'idée, c'était bien évidemment de s'affranchir du poids de certains créanciers de la couronne et de s'accaparer surtout une partie de leur richesse. Alors, il a trouvé comme moyen le plus simple, tout d'abord, de les traiter de tous les noms d'hérétiques et autres. Et puis finalement, il a trouvé un moyen encore plus radical. Il a décidé de les brûler. Voilà, et comme ça, il a pu s'accaparer ses richesses et travailler correctement. Alors, de là, imaginez que les créanciers obligataires vont aller à Francfort pour brûler Madame Christine. Il y a assez peu de chances qu'on aille jusque-là. Mais l'intérêt, c'est vrai qu'il y a un sujet centrale aujourd'hui sur cette question des banques centrales, justement, à la fois au sujet de la dette des États, qui est un sujet qui est d'une actualité plus que brûlante. Donc ça génère bien évidemment beaucoup de questions. On voit quand vous tapez Banque centrale ou BCE, voilà, il y a plus de 200 000 occurrences sur ce sujet. Donc c'est vraiment un sujet qui est vraiment prégnant à ce jour. L'idée, bien évidemment, c'est que compte tenu de ce poids essentiel des banques centrales dans le fonctionnement actuel des marchés financiers, on a voulu autour de ce thème essayer de répondre à pléthore de questions qui se posent. C'est vrai que la première, c'est quoi une banque centrale aujourd'hui? C'est un thème qui est devenu essentiel dans des réflexions stratégiques de chacune des sociétés de gestion de la place. Finalement, à quoi ça sert? Ça, c'est aussi un élément qui est important. Est-ce que c'est infaillible? Sur quoi repose cette croyance assez particulière des marchés qui pensent que les banques centrales sont totalement infaillibles? Jusqu'où elles peuvent aller, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est soutenable? Il faudra bien évidemment à un moment donné essayer de répondre à cette question-là. Et puis surtout, comment les États vont rembourser cette dette? Est-ce qu'ils vont le faire réellement? Comment, in fine, on bâtit une stratégie autour de ces hypothèses-là? Et puis surtout, comment on répond aux questions des clients qui, inévitablement, de façon un peu béotienne, se disent, bah, finalement, qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Est-ce que mes enfants vont continuer d'avoir du travail? Est-ce que mes enfants vont être obligés de payer de la dette tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donc, c'est pléthore de questions auxquelles on a essayé de répondre aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, pour cette ambition, on s'est adjoint Étienne de Marsac qui va faire tout le travail à ma place maintenant, voilà, qui travaille chez nous depuis maintenant 2 ans, qui est le gérant de notre fonds Sony Multistrategic Bonds, et surtout qui est une vraie expertise banque centrale. Alors c'est vrai que nous on l'appelle gérant banque centrale, c'est un des rares gérants banque centrale encore à Paris. Alors il est vrai qu'il y a une expérience historique qui permet d'avoir cette visibilité très très assidue et très très fine sur le fonctionnement des banques centrales, puisqu'il a travaillé à la Banque européenne d'investissement en tant que responsable du trading book réglementaire. Pour ceux qui connaissent pas bien, la Banque européenne d'investissement, globalement, c'est une banque qui est détenue par les États de la zone euro, à due proportion finalement du poids de chacun des États. Donc les trois premiers actionnaires de la Banque européenne d'investissement, bah, c'est l'Allemagne, la France et l'Italie. Et donc bien évidemment, c'est au cœur du sujet de ce qui se passe également aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir aussi poser toutes les questions sur cet outil qui est plutôt bien ficelé. Et puis au cours de cette demi-heure qu'on va passer ensemble, on va aussi faire un sondage au début, puis un sondage à la fin, pour avoir un petit peu vos visions sur ce que peut devenir cette fameuse zone euro, parce que évidemment c'est un sujet qui est très important. Donc n'hésitez pas à cliquer, c'est assez facile pour répondre. Et puis écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, nous on s'est bien amusé à préparer cette conférence parce que le thème était vraiment passionnant et j'espère que vous allez y trouver beaucoup de réponses. Voilà pour cette introduction un peu longue, mais je suis bavard, je ne sais pas faire autrement. Étienne, je te laisse la main pour nous faire, en tout cas, essayer de répondre à toutes les questions qu'on a essayé de poser dans cette Merci introduction. Christophe pour cette intervention. Bon, le sujet est compliqué. On va essayer de le traiter de manière rapide, ce qui représente un double challenge, c'est-à-dire traiter de la complexité avec le maximum d'esprit synthétique. On a voulu effectivement en rapide introduction vous montrer finalement Jacques de Molay montant sur le bûcher, ce qui, à mon sens, illustre bien en fait cette tension qui existe entre les créanciers et les débiteurs.
et cette montée finalement en puissance du pouvoir des créanciers sur les débiteurs, qui est une montée en tension et un transfert de pouvoir qui est historique et qui génère historiquement en fait des heurts entre les États qui eux sont investis d'un pouvoir qui est légitime et les créanciers dont on comprend pas très bien d'où vient le pouvoir, si ce n'est par l'argent. Et ce pouvoir de l'argent, finalement, il a explosé ces dernières années face finalement à cette montée de l'endettement. Et la dette est une des formes de la monnaie, une des formes de l'argent. Et à partir du moment où la dette c'est de l'argent, et à partir du moment où la dette peut être titrisée et peut s'échanger, eh bien effectivement on comprend bien que les créanciers ont entre les mains un pouvoir qui est au moins aussi important que celui des États, et que ce pouvoir génère des tensions entre banquiers centraux, banquiers également, ministres du budget et agences du Trésor, et que finalement ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est l'effacement progressif en fait de ces limites entre banque centrale, État, administrateur du budget, administrateur de la dette. Pour en revenir en fait et pour aborder plus directement le sujet du mandat de la BCE, l'idée c'est vraiment de comprendre que ce mandat il est évolutif. Même s'il est inscrit de manière stricte dans les traités, finalement le mandat il a évolué au cours du temps. Alors dans les traités, ce qui est écrit et ce à quoi se réfère systématiquement Christine Lagarde, Mario Draghi, Trichet ou bien en son temps Dieselberg, eh bien c'est la stabilité des prix. Donc la stabilité des prix, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet finalement la libre circulation des biens, et c'est ce qui la renforce à partir du moment où le prix de l'argent est quelque chose qui est stable. Le mandat de la BCE, il est en théorie symétrique, c'est-à-dire que elle doit à la fois lutter contre l'inflation si jamais elle était trop forte, de manière à éviter l'érosion de la richesse, et puis symétrique parce qu'il faut également éviter la spirale déflationniste. Et on voit bien que cette symétrie, finalement, elle a évolué vers une asymétrie, puisque la zone euro, en moyenne, depuis la création de la Banque centrale européenne, n'a généré que 1,3% d'inflation en moyenne tous les ans. Et donc, on est loin de l'objectif qui a été fixé plus tard d'inflation, qui est cet objectif de 2%. Donc, l'objectif de 2%, il n'est pas inscrit dans les mandats, c'est une précision, ou dans le mandat de la BCE, il n'est pas inscrit en fait dans le traité de création de l'euro, mais c'est un objectif qui a été défini de manière quantitative par le Conseil des gouverneurs. Donc le Conseil des gouverneurs de la BCE, pour info, c'est la somme en fait des gouverneurs des banques centrales nationales. Et ce qu'on a représenté en fait sur ce slide, c'est bien cette asymétrie du nouveau mandat de la BCE, qui est la lutte non pas contre l'inflation, mais la lutte contre la déflation, en essayant à tout prix de faire preuve d'ingéniosité pour faciliter finalement la circulation de l'argent ou sa vélocité. Alors comment? Eh bien, en mettant les taux de la facilité bancaire en négatif depuis déjà 2014, donc depuis bientôt 10 ans, le taux de lending, c'est-à-dire le taux auquel les banques reprêtent leur argent à la BCE, donc leur excédent, est un taux qui est négatif, aujourd'hui à moins 0,50. En deuxième pavé, pour éviter en fait que les banques ne soient trop pénalisées, puisque ce taux de moins 0,50 est finalement une taxe sur la richesse des banques, eh bien, elles bénéficient d'exemptions, et c'était une des mesures récentes de l'année dernière. Donc, selon la taille de leurs réserves, plus les réserves sont élevées, plus le taux est important, plus les réserves sont faibles, plus la BCE pratique un taux qui est plus raisonnable. Le taux principal, qui est le taux auquel les banques peuvent se refinancer, lui est maintenu à 0 depuis maintenant déjà 2015, dans cette espèce de lutte qui est désormais devenue le mandat, non pas explicite mais implicite de la BCE, lutte contre la déflation. Et puis, bien sûr, et là, on va en parler un petit peu plus longtemps, donc le quantitative easing, donc l'achat, je ne reviens pas dessus, direct de dette souveraine, de dette régionale, de dette locale, de dette privée aussi,
d'asset-backed securities, c'est-à-dire de titrisation, ou encore de covered bonds, donc qui sont ces obligations qui bénéficient en fait qui sont couvertes ou dont le risque de crédit est couvert et qui très régulièrement sont émises par les banques et puis les institutions supranationales. Enfin, dernier périmètre un peu moderne d'intervention de la BCE, eh bien c'est les prêts long terme au secteur bancaire qu'on appelle les TLTRO. Donc, la stabilité des prix, en fait, n'est plus asymétrique et le mandat de la BCE est évolutif. Alors, sur ce mandat évolutif de la BCE, il y a quand même une grosse réserve qu'il faut faire, et notamment dans l'aspect achat de dette en direct qu'elle effectue. C'est que, en fait, cet achat de dette, il est normalement interdit par les traités. C'est-à-dire que la BCE agit déjà à l'extrême limite de son mandat qui, comme on l'a dit, est évolutif. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est écrit en toutes lettres, dans l'article 123 sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, vous trouvez ça sur le site de la BCE et on vous en a donné les références après. Donc, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, donc la Banque de France, etc., d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, aux organes ou aux organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités publiques, etc. Et l'article 123 va même plus loin, puisqu'il précise que l'acquisition directe par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Donc, et c'est pas être négatif, c'est quelque chose d'assez factuel. La BCE est déjà à l'extrême limite de son mandat. Alors, comment elle s'en sort? Parce que finalement, si c'est interdit, pourquoi est-ce qu'elle achète quand même de la dette? Eh bien, elle le fait par un tour de passe-passe. Et c'est là où finalement, l'évolution des marchés financiers donne lieu à une évolution également de l'intelligence humaine et de l'ingénierie et du génie quelque part financier. Ce tour de passe-passe, c'est finalement, en fait, la BCE n'achète pas de la dette sur le marché primaire et donc n'octroie pas des crédits directement aux États, mais elle achète de la dette sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'elle ne finance pas les États, mais elle finance les institutions financières, les banques, qui sont en charge du placement des dettes d'État. Donc, on a un tour de passe-passe qui permet à la BCE, finalement, de ne pas se faire reprocher cette monétisation des dettes qui est pourtant à l'œuvre, même si récemment, la Cour allemande a commencé à mettre son doigt et appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire spécifiquement à remettre en cause un petit peu la manière dont la BCE opère. Alors Étienne, juste pour te couper, mais concrètement, ce rôle de magicien qui est détenu aujourd'hui par la Banque centrale, c'est quoi son rôle exactement aujourd'hui? C'est-à-dire concrètement, on a compris que c'est la limite, mais le rôle finalement, le nouveau rôle redéfini, ça ressemble à quoi? Exactement. Alors, on l'a dit, le premier rôle, c'est la stabilité des prix. Donc, aujourd'hui, la recherche d'inflation par tous les moyens autour de 2%. Le deuxième rôle, en fait, que c'est octroyé un petit peu par la force des choses, la BCE, c'est et là, en fait, il faut lire au travers des mots. Les banquiers centraux utilisent un vocabulaire qui leur est propre et qui est spécifique, et il faut décoder. Donc, quand la BCE parle de correcte transmission de la politique monétaire à chacune de ces interventions, en fait, elle prend en charge l'absence de fragmentation des spreads de crédit souverain, c'est-à-dire que elle est responsable finalement du non-élargissement des spreads de crédit et du spread des crédits des États souverains au sein de la zone euro, pour que lorsqu'elle baisse ses taux en fait sur la partie courte de la courbe, donc lorsqu'elle met ses taux à zéro, eh bien en bout de chaîne, l'État italien, l'État français, l'État allemand, tout le monde se prête également à des taux qui soient raisonnables. C'est ce qu'on appelle l'absence de fragmentation. Et donc quelque part, aller jouer l'écartement des spreads au sein de l'Union européenne, c'est se mettre exactement en face du mandat moderne de la BCE. Le troisième point qui est incontestable, c'est que la BCE est en charge de la stabilité de l'euro et elle est en charge de l'intégrité de l'eurosystème. Donc une fois qu'on a dit ça, être responsable de la stabilité de l'euro, c'est forcément
être responsable de la stabilité financière de la zone euro. Et donc, on comprend bien qu'à chaque crise financière, comme celle générée par le Covid récemment ou celle précédente en 2012, eh bien, il est légitime que la BCE s'empare du sujet afin de rassurer et garder cohérent la monnaie de l'Union européenne. La crise de la dette, elle a fait apparaître également, donc depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, une immense fragilité, une immense fragmentation du système bancaire européen et des doutes quant à finalement la pérennité des dépôts. Quand je dépose mon argent à BNP Paribas, si je suis français, ou à Deutsche Bank si je suis allemand, est-ce que je porte le même risque et de voir mes dépôts finalement conservés, ou est-ce qu'il existe un risque que la banque vienne piocher à l'intérieur et que mon épargne disparaisse? Donc, afin de limiter ce doute et de limiter cette possibilité, la BCE s'est vue confier un nouveau rôle qui est celui de l'organisation de l'union bancaire. Donc, ce qu'on appelle son rôle de superviseur. La BCE joue le rôle de superviseur du système bancaire, et ça a été fait au travers de la création d'un nouveau machin, si vous voulez, mais en tout cas d'une nouvelle agence supranationale qui est le SSM, donc le Single Supervision Mechanism, qui a pour objectif finalement d'achever la construction européenne. Et donc, en fait, ici, on vous a représenté Atlas. Donc, si vous vous souvenez, Atlas, c'est l'un des dieux titans de la mythologie grecque qui, battu lors d'une guerre qui finalement a fait naître, du chaos a fait naître le monde civilisé, s'est vu confier la mission par Zeus de porter le monde entre ses mains. Et en fait, de plus en plus, et de manière de plus en plus explicite, la BCE, c'est le Deus ex machina qui porte la construction de l'Union européenne entre ses mains et qui est en charge de sa stabilité et de sa progression dans le temps. Justement, là, est-ce qu'on serait assez judicieux peut-être de refaire un point sur les différents plans d'urgence pour savoir finalement comment ça se matérialise au quotidien aujourd'hui? Alors exactement, c'est là où cette présentation est bien faite, c'est-à-dire qu'elle répond à tes questions, Christophe, qui sont que sur un temps court, la BCE s'est emparée du sujet du Covid avec, il faut bien le dire, une réactivité qui nous a tous surpris au mois de mars. Réactivité qui s'est exprimée d'abord par le lancement donc d'un plan dédié spécialement à cette gestion de la dette du Covid, qui est le Pandemic Purchase Programme, donc qui est un énième plan de dette, d'achat de dette, premièrement doté d'un montant de 750 milliards d'euros, montant qui a été dopé la semaine dernière, lors de la dernière conférence de la BCE et lors de son dernier meeting, d'un supplément de 600 milliards d'euros. Donc, au-delà des effets de chiffres et au-delà des montants qui sont colossaux, on a quand même une réactivité de la BCE qui s'est dotée d'un véhicule d'achat de plus de 1 trillion de dettes, et essentiellement de dettes souveraines. Et c'est cette réactivité qui est le marqueur assez fort de la crise et de la gestion de la crise d'aujourd'hui. En parallèle à ce véhicule qui est dédié, la taille du quantitative easing précédent, donc les plans précédents, a été immédiatement augmentée et on est passé en fait d'un montant d'achat mensuel de l'ordre de 20 milliards d'euros à un montant dopé de 120 milliards d'euros supplémentaires. Donc, on touche déjà du doigt le fait que l'action de la BCE, finalement, n'a pas vraiment de limite dans ses montants. Enfin, en parallèle à ces deux véhicules d'achat, donc le Pandemic Purchase Programme et puis le Quantitative Easing qui, lui, est un petit peu plus historique, il existe d'autres outils qui n'ont pas encore été utilisés, donc qui sont l'ESM, donc si vous voulez, donc, là, encore une institution financière européenne au Luxembourg avec laquelle j'ai travaillé. Donc l'ESM, c'est le firewall de la zone euro qui, lui, indépendamment de la BCE, peut également acheter
racheter de manière spécifique de la dette d'un État à partir du moment où elle remplit un certain nombre de conditions qui ont été assouplies pour que plus jamais finalement on se retrouve dans le cas de la Grèce où pendant des mois et des mois, ce qui a donné une très mauvaise image finalement de l'Union européenne, eh bien, ce qu'on appelait la Troïka est venue imposer et dicter sa loi à un État souverain. Aujourd'hui, on peut invoquer en fait des achats d'urgence supplémentaires via l'ESM sans tomber dans une conditionnalité de ces prêts qui soit trop élevée. Et puis enfin, l'une des grandes nouveautés de la réactivité dans cette crise, c'est le rôle de l'Union européenne tout entière. Et ça, je crois que c'est entre guillemets, le game changer dans la gestion de la crise. C'est en 2012, finalement, la BCE a été laissée toute seule pour résoudre la crise de la dette souveraine. Aujourd'hui, elle est accompagnée à la fois par les États, dans des plans de relance fiscale, à la fois par la Commission européenne dans un plan de soutien à l'effort de reconstruction, donc c'est un plan d'une centaine de milliards. Elle est accompagnée par cette institution qui est la BEI, donc qui va octroyer jusqu'à 200 milliards d'euros de garantie en prêt pour les PME. Et puis, enfin, ce fameux plan de reconstruction européenne, qui est un plan qui porte, encore une fois, les montants sont vertigineux, sur 2 trillions d'euros, 2 trillions, donc 2000 milliards, qui sont en cours de discussion. Donc, si vous voulez, l'édifice européen, il tient en ce moment, et il me semble-t-il, est de plus en plus fragile, et de plus en plus solide, et de moins en moins fragile, parce que vous avez l'ensemble des organes de l'Union européenne qui ont agi non seulement avec une amplitude importante et avec une réactivité qui a été extrêmement élevée et même surprenante. Étienne, pour aller un peu plus loin, parce que pour certains, en tout cas, j'imagine que pour certains clients particuliers, tous ces milliards, même milliers de milliards d'euros dont on parle, ça peut faire peur. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une limite, alors à la fois à la créativité de la BCE ou des différentes banques centrales, et une limite liée à ce rôle et à tous ces milliards d'euros qui sont injectés dans le système? Ouais, cette question de la limite, elle est centrale et c'est une question que tout le monde se pose, y compris la Banque centrale européenne elle-même et l'ensemble des grands argentiers publics voilà, pas simplement en Europe, mais également dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que les banques centrales sont des organisations statiques. En réalité, ce sont des organisations en mouvement qui passent leur temps à réfléchir. Et c'est pour ça que je vous ai représenté le penseur de Rodin. Le penseur de Rodin, il n'est pas du tout dans une attitude qu'on pourrait croire lascive. Il est en tension et presque en perplexité permanente. Et il est notamment en fait assis au-dessus des portes de l'enfer de Dante, parce que quelque part, l'enfer, c'est l'excès de dette. Et je trouve que cette représentation, cette illustration du process de réflexion auquel se livrent le FMI, la BCE, la Fed, la Banque du Canada, la Banque du Japon, est une représentation qui est extrêmement parlante, parce que c'est vraiment ce qui est à l'œuvre. Quand on a la chance, comme moi, d'aller à Francfort régulièrement et d'assister en fait à des réunions de politique monétaire ou à des symposiums, vous croisez pas des banquiers qui sont grisonnants, mais des personnes qui réfléchissent et qui réfléchissent tous ensemble. C'est-à-dire que vous croisez Robert Kaplan, par exemple, qui est l'un des membres de la Fed, qui réfléchit également et discute au sein de la BCE. Vous croisez également des membres du FMI, des anciens économistes du FMI, comme Kenneth Rogoff, par exemple, qui est l'un des spécialistes de la dette aujourd'hui. Vous croisez les économistes en chef des banques de marché. Donc, le process de réflexion, le cadre de réflexion, il est fluctuant, il est ongoing et il s'améliore en fait tous les jours un peu plus. Donc la conclusion de ça, c'est que finalement il n'y a pas de limite à la créativité des argentiers ou de la Banque centrale. Elle passe son temps, et on l'a vu en début de présentation, à trouver des nouvelles solutions aux nouveaux problèmes que sont posés par cette dette qui se situe quelque part entre de l'argent et de la créance. Donc
L'idée également qui est en filigrane, c'est que le temps d'une institution n'est pas celui des hommes. C'est que la BCE a un temps qui est devant elle qui est considérable. Et nous, finalement, nous sommes termés par nos projets professionnels, la limite de notre espérance de vie. La BCE n'a pas d'espérance de vie. Et donc, ce qui lui donne un temps de réflexion qui est beaucoup plus long et qui lui permet de penser beaucoup plus à l'avance. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, les grands sujets de discussion, c'est la monnaie digitale. Donc, l'utilisation des digital currencies pour développer et arroser, si vous voulez, le système bancaire d'argent dans ce qu'on appelle cette grande théorie de hélicoptère monnaie. Les limites en fait de toute cette de tout ce système, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la confiance. C'est-à-dire que ce système fonctionne, le système par lequel la BCE est le grand argentier qui prête aux États, et les États prêtent aux entreprises publiques, et les États prêtent aux entreprises semi-publiques, et les entreprises semi-publiques aux entreprises privées, et tout ça de manière assez homogène. Ça fonctionne que si il y a de la confiance. Et c'est pour ça que dès que l'institution européenne est attaquée, comme ça a été le cas à Karlsruhe, eh bien elle réagit immédiatement. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul et on se demande, mais finalement, dans cet univers de dette hypertrophiée, comment on va faire pour s'en tirer et pour s'en sortir, et qui va rembourser? Il y a un point qui est très important, qu'il faut comprendre, c'est que le lien finalement entre les États et la Banque centrale européenne, ou les États et les banques centrales, c'est plus tellement un lien de créancier à débiteur, c'est en train de devenir un lien d'actionnaire à État. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne devient l'actionnaire des États. Et pourquoi? Parce que les dettes des États qui sont absorbées par le bilan de la BCE, eh bien, seront refinancées à l'infini. C'est-à-dire qu'on est en train de créer de la dette perpétuelle. On voit bien que le bilan de la BCE, il n'a cessé de monter depuis 2014, par exemple, ce qui est la traduction exacte que la dette est refinancée à l'infini, ou que la dette devient perpétuelle. Et qu'est-ce que c'est que de la dette perpétuelle? C'est finalement soit de la dette hybride, soit exactement du capital. Et ça tient. Et ça tient d'autant plus que ce capital, il est gratuit. Donc, ça, c'est un point qui est important d'avoir en tête. C'est la dette, du moins le refinancement que fait la BCE de la dette des États ne coûte rien aux États. Pourquoi? Parce que la BCE reverse les intérêts des dettes, elle les reverse aux banques centrales nationales. Donc, elle les reverse aux États. Et donc, cette dette refinancée à l'infini a un coût qui est un coût de zéro. Et donc, il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que le système, finalement, il fonctionne et que cette dette est en train progressivement d'être transformée en capital. Et donc, tant que les taux d'intérêt sont bas, on comprend bien que ce stock de dette publique, il ne coûte rien. Voilà. Alors, est-ce que une question quand même un peu centrale dans tout ça, c'est-à-dire que ça coûte rien certes, mais est-ce que c'est soutenable dans le temps? C'est soutenable dans le temps à partir du moment où, encore une fois, les taux sont bas, les taux d'intérêt restent bas, et où vous avez donc cette main invisible qui continue à acheter de la dette de manière infinie. Et tant que finalement ce système dans lequel, et qui est un système fermé, dans lequel se produit un transfert de la dette du secteur privé vers la BCE, c'est-à-dire un énorme swap de dette contre action, tant que ce système-là n'est pas remis en cause, eh bien, il est pérenne. Et on voit bien en fait que la BCE prend à la fois un certain nombre de risques, mais fait en sorte qu'il soit pérenne. Alors, comment elle fait? En fait, comment elle fait pour ne pas s'exposer aux critiques des juristes? On l'a dit, elle achète de la dette plutôt sur le marché secondaire. Premier point. Deuxième point, et c'est là où elle est maline, on croit que le quantitative easing de la BCE, c'est l'achat de la dette par la BCE. En réalité, c'est un tout petit peu plus différent. C'est-à-dire que la BCE n'achète pas de dette en propre. Si vous allez à Bruxelles, vous n'avez personne vous n'avez pas de trader qui achète de la dette sur les marchés financiers. Ce métier, il est confié aux banques centrales nationales. Donc, c'est la Banque de France qui achète de l'OAT, par exemple. C'est la Banque de l'Italie qui achète du BTP. Pourquoi on fait ça?
Ben, on fait ça justement pour éviter que ce qui est strictement interdit et dénoncé comme tel dans les traités, c'est-à-dire les transferts fiscaux, ne se produisent. Le transfert fiscal, c'est quoi? C'est quand la dette d'un État dispendieux et qui serait donc terriblement endetté, finalement est absorbée par la richesse d'un État dont les finances sont bien gérées. Mais ça, c'est effectivement c'est interdit. Et la manière dont la BCE procède, et c'est très malin, c'est qu'en fait elle laisse les banques nationales agir, de sorte que si l'OAT française fait défaut, ça n'atteint pas l'ensemble de l'Union européenne, ça atteint que la France. Ça atteint que la Banque centrale, que la Banque de France. Donc, pour le moment, ce large transfert de dette privée vers la dette publique, donc de dette corporate vers les États, de dette des États vers la BCE, il est viable. Est-ce qu'on peut parler d'un exemple un peu concret? Parce que tu parlais de la France, de l'Allemagne, on peut peut-être parler un peu de l'Italie, parce que c'est un sujet qui a un peu affolé les marchés sur la dette italienne. Est-ce que concrètement, ça ressemble à quoi tout ça sur l'Italie? Oui, alors en effet, l'Italie, c'est le grand, on va dire, sujet sensible de la zone euro. C'est l'élève qui, dans l'imaginaire en fait collectif, est le plus instable, le plus fragile. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que en réalité, les comptes de l'Italie sont sont quasiment à l'équilibre avant la charge de la dette. Et ça, c'est un point important qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que les Italiens sont bien meilleurs que les Français dans la gestion de leur déficit. Donc, les déficits budgétaires avant le paiement de la charge de la dette, il est quasiment de l'ordre de zéro. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le cadre spécifique de cette crise liée au coronavirus, les stimuli budgétaires ont été assez faibles. C'est-à-dire que le plan de relance fiscale, il n'est pas si élevé que ça, et le déficit va atteindre à peu près 6% en 2020 avant d'être linéarisé, si tout va bien, et de revenir donc un petit peu plus dans cette zone des 1,5%. Ce qui va faire que la dette italienne va fortement augmenter dans les années qui viennent, c'est pas tellement les déficits, c'est en fait les garanties aux PME. Donc les garanties que l'on octroie sur des prêts. Donc l'État italien vient apporter des garanties finalement à la dette italienne ou à la dette des acteurs privés. Eh bien ces garanties viennent doper ce ratio de dette sur PIB qui va passer donc l'année prochaine à 150%. Maintenant, en effet, 150%, ça peut faire peur et ça fait trembler parce qu'on se rapproche en fait des niveaux qui étaient ceux de la dette grecque. Mais il me semble que ce ratio, en fait, il est très mal fichu. Il est très mal fichu parce qu'au numérateur, vous avez un stock, le stock de dette, et au dénominateur, vous avez un flux. Le PIB, c'est un flux. C'est de la construction de richesse qui varie, qui fluctue tous les ans. Et donc, ce ratio, il n'est pas homogène. Il n'est pas homogène et en fait, il est tenable. Il est tenable parce que le stock de dette, s'il est refinancé à taux zéro en permanence par la BCE, eh bien, on voit pas tellement où est le problème, si vous voulez. Si ce stock de dette se refinance à un prix qui est très faible, parce que ce prix très faible est soutenu par les achats permanents de la BCE, eh bien, ce stock de dette, il se roule à l'infini et il pose absolument aucune difficulté. Ce qui peut poser de la difficulté, c'est les variations peut-être ponctuelles des taux d'emprunt d'État italien qui ferait que ponctuellement, la charge de la dette viendrait augmenter, que ponctuellement, une émission obligataire serait plus élevée en moyenne. Néanmoins, l'Italie, aujourd'hui, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, se refinance à un taux réel qui est de zéro. C'est-à-dire qu'à 3 ans, elle se refinance à 0,4 à peu près, ce qui, déflaté du niveau d'inflation, représente un coût de la dette qui est de zéro. Donc,
Si le stock de la dette n'est pas un problème, si le refinancement de la dette n'est pas un problème, parce que vous avez ce Deus ex machina qui rachète en permanence la dette, quand bien même ce serait de manière artificielle, eh bien, l'architecture de la zone euro est stable. Alors Étienne, ça génère beaucoup de questions. Alors tu les vois pas, mais moi je suis sur le chat de la conférence. Ça génère beaucoup de questions sur les scénarios potentiellement envisageables, sur finalement est-ce que cette dette, c'est de la dette in fine comme sur un prêt in fine traditionnel? Est-ce que ça va générer un retour de l'inflation? Est-ce que c'est de la monnaie de singe? Enfin, c'est quoi les scénarios envisageables? À quoi on peut s'attendre de tout ça? Alors, plusieurs questions effectivement dans tes propos. Est-ce qu'on va vers une annulation de la dette? Alors, de quelle dette parlons-nous? S'il s'agit de la dette d'État, forcément, les États vont travailler euh, avec les créanciers et avec les banques vers des restructurations des dettes des entreprises privées. Si on parle de l'annulation de la dette d'État, ça c'est strictement pour le moment impossible. J'allais même dire que c'est pas utile. C'est pas utile d'aller annuler de la dette d'État parce que une dette qui n'est jamais exigible puisqu'elle est tout le temps refinancée par la BCE à un prix qui est extrêmement faible, eh bien c'est déjà une annulation de dette déguisée. Comme on le disait tout à l'heure, c'est même du capital. Donc, il est inutile d'aborder ce sujet de l'annulation de la dette qui, en plus, générerait donc quantité de risques, puisque si on annule de la dette, alors du coup, tout est permis et tout le monde peut emprunter et on serait dans un scénario qui est catastrophique. Donc, ce sujet-là, de l'annulation de la dette des États, il est surtout pas abordé d'autant plus qu'il est interdit. Maintenant, il y a une autre forme qui est la restructuration des dettes européennes. Ça s'est déjà produit dans le passé, notamment la restructuration de la dette grecque, puisque celle-ci a été rallongée pour en faire une dette quasiment perpétuelle. Pour le moment, encore une fois, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, il est beaucoup plus c'est beaucoup plus en fait celui du partage des coûts entre les États, les créanciers et les banques, et donc comment est-ce que les États peuvent incentiver, donc aider, accompagner les banques à prendre plus de risques dans le capital finalement du secteur privé. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réforme le droit des faillites, comment est-ce qu'on met en place des moratoires sur les prêts immobiliers, ou comment est-ce qu'on maintient dans la durée des crédits d'impôt vis-à-vis des entreprises du secteur privé, sachant que le secteur public, lui, est pour le moment, grâce à la BCE, immunisé. Et donc en ce moment, on a un sujet en fait qui est très prégnant à Bruxelles et qui est la création d'une bad bank, donc qui est une banque finalement européenne dans laquelle on ira loger toutes les dettes non performing, donc toutes les créances douteuses finalement du secteur privé, et cette banque-là, elle ira se refinancer elle-même auprès de la BCE. Et donc on voit bien que l'inventivité et l'ingéniosité des argentiers n'a pas de limite. Est-ce que c'est de la monnaie de singe? En fait, dire que c'est de la monnaie de singe, c'est apporter une notion de valeur et sur quelque chose qui, pour l'instant, a une valeur qui est extrêmement stable. Donc, c'est apporter une appréciation selon laquelle l'euro se déprécierait par rapport au reste des autres monnaies. Et en fait, la valeur d'une monnaie n'a de sens que vis-à-vis de la monnaie des autres. C'est-à-dire que à partir du moment où le dollar dévalue, à partir du moment où l'euro dévalue également grâce à cette monétisation des dettes, où le yen dévalue, à partir du moment où la Banque du Norvège fait la même chose, etc. C'est-à-dire qu'on est finalement dans un jeu qui est à somme nulle. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ce qui serait extrêmement dommageable, c'est si l'euro, un petit peu comme en son temps la République de Weimar, se mettait à faire exploser effectivement les déficits,
ce qui amènerait à un mécanisme d'ajustement de la monnaie et créerait de l'inflation. Là, c'est pas le cas parce qu'entre guillemets, l'ensemble des acteurs de la planète se livrent exactement au même jeu au même moment. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est un essai qui est celui de la simultanéité des dévaluations auxquelles se livrent les monnaies à l'heure actuelle et qui rend le système pour l'instant pérenne parce qu'il n'y a pas de grand gagnant, il n'y a pas de monnaie forte gagnante et il n'y a pas de monnaie faible, hormis peut-être en Amérique latine, qui se déprécie ou en Turquie, qui se déprécie de manière non contrôlée. Pour le moment, la confiance et la solidité, je dirais, de la structure de la zone euro permet à l'euro non pas de se déprécier, on le voit bien ces derniers jours, mais plutôt de s'apprécier. Non, ça répond parfaitement bien. Alors, pour aller un peu plus loin sur un sujet effectivement assez prégnant, voilà, tu viens de mettre le slide, mais c'est la question qui s'impose. C'est quid de l'inflation? Est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? Et puis, dans la foulée, une fois que tu auras parlé de l'inflation, est-ce qu'on peut après essayer d'en tirer quelques conclusions en termes de scénario de gestion, en termes de mode opératoire, en disant finalement, in fine, fort de tout ça et fort de toutes ces connaissances-là, comment on peut mettre ça en musique finalement? Parce que ça, c'est le point d'après. Cette compétence et cette connaissance que l'on a chez Sony, elle est effectivement. Et comment ça se met en musique après et qu'est-ce qu'on peut attendre de tous ces éléments-là? Oui. Alors, ce sujet de l'inflation, en fait, il est beaucoup trop tôt parce que pour l'instant, le passage du coronavirus s'apparente en fait à une catastrophe naturelle qui a détruit de la richesse. Et donc, il faut bien imaginer ce trou béant laissé dans les économies de l'ordre de 10% de points de PIB qu'il faut combler. Et effectivement, cette avalanche de monnaie que l'on déverse permet pour le moment à peine de combler le trou. Dit différemment, le sujet de l'inflation, c'est pas un sujet de court terme pour le moment. Pour le moment, la BCE, la Fed, qui l'a rappelé d'ailleurs hier soir, a une obsession qui est la lutte contre la déflation, parce que ce choc est d'abord un choc sur la demande. Donc si la demande est faible, et on sait tous nous-mêmes, chacun, qu'on a un petit peu moins consommé ces derniers temps, si la demande est faible, eh bien, il ne peut pas y avoir d'inflation, ou alors c'est une inflation qui est simplement liée à un choc sur l'offre, mais pas un choc sur la demande. Si vous êtes en présence d'un choc sur l'offre, c'est-à-dire que schématiquement les produits n'arrivent pas jusqu'à vous et donc leur prix augmente, on ne voit pas très bien comment la BCE, en augmentant les taux, pourrait résoudre le problème de l'acheminement en fait des denrées alimentaires ou des produits du quotidien. Donc, il n'y a pas de sujet d'inflation pour le moment. C'est un sujet qui viendra dans un deuxième temps et les perspectives de l'inflation qu'on vous a rappelées ici, qui sont celles de la BCE, avec un scénario moyen à 1,5%, finalement, ne montre pas d'accélération pérenne dans le temps de ce sujet, bien au contraire. En temps 2, lorsque on aura récupéré et absorbé en fait ce choc de PIB de 10%, eh bien se posera la question de est-ce que cette monnaie qui se déverse est capable de générer en fait un excès de demande et donc de tendre les prix vers le haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, dans la deuxième partie de ta question, il y a celle finalement des conclusions qu'on peut en tirer en matière de gestion. Donc, moi, le thème qui s'impose en fait de ma gestion, c'est celui de la reflation sans inflation, c'est-à-dire vraiment celui de cet effort presque simultané et extrêmement puissant que mettent en place l'ensemble des économies pour reflater leur PIB sans pour autant que ça ne dérive dans de l'inflation incontrôlée. Alors, comment on joue ça? On joue ça au travers de une matière première, mais qui est également une monnaie, ou qui l'a été dans le passé, et qui est l'or. L'or, c'est le grand gagnant, en fait, de la gestion d'actifs de ces derniers temps. Pourquoi? Parce que entre le mois de mars et le mois d'avril, à peu près, enfin, c'est même pas à peu près, c'est 100% des actifs financiers ont considérablement perdu de leur valeur. Et même, donc évidemment les actifs risqués, donc les actions, même les actifs dits robustes comme les treasuries américains
ont fortement perdu de la valeur et se sont dépréciés au mois de mars. Et vous avez un actif qui s'est bon an mal an bien maintenu et qui est l'or, qui représente à mes yeux en fait le nouvel actif antifragile que l'on doit d'avoir dans un portefeuille pour aller contrer les excès de volatilité. Et d'où viennent finalement les caractéristiques en fait de cette antifragilité. Antifragilité, ça ne veut pas dire robuste. Robuste, c'est quelque chose qui est non fragile, mais qui s'érode dans le temps. Donc les treasuries américains, c'est robuste, mais ça finit par craquer. L'or, c'est antifragile parce que plus on est dans un environnement volatile, plus l'or conserve et gagne en caractère de robustesse. Donc, on est en présence d'un actif dont la robustesse augmente dans les périodes de volatilité, et c'est exactement ça qu'on veut avoir quand on gère un portefeuille dans lequel il y a du crédit, il y a du high yield, il y a des actifs risqués. Et d'où vient en fait ce caractère robuste de l'or? Eh bien, il vient déjà de cette notion qui est extrêmement présente dans l'esprit, nos esprits à nous, et qui est liée au tableau périodique des éléments. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez les actifs fragiles, comme les gaz, donc qui sont inflammables, donc ça c'est en bleu. Lorsque vous enlevez les métaux pauvres, qui par définition n'ont pas de valeur et donc n'ont pas d'intérêt particulier en termes d'allocation, lorsque vous enlevez les éléments qui s'érodent ou sont corrosifs, eh bien, il vous reste finalement de manière assez évidente un seul élément qui est l'or. Tous les autres métaux précieux, même le cuivre en fait s'abîme avec le temps, même l'argent perd un petit peu de sa patine, et c'est dans cet inconscient collectif que se trouve la solidité de l'or, d'autant plus que l'or remplit les 3 fonctions de la monnaie. Donc ces fonctions de la monnaie, c'est finalement il faut que ce soit une unité de compte. Il faut qu'on puisse, avec de l'or, acheter quelque chose. Et ça, c'est toujours possible si vous vous baladez en Inde, par exemple, ou en Amérique latine. Et il faut que ce soit ce qu'on appelle une unité un storage of value, une capacité d'investissement, un élément qui protège la valeur. Donc, les 3 fonctions de la monnaie sont jouées par l'or, et on en trouve tout naturellement dans le fonds Sony Multi-Strategic Bonds, et c'est l'un des grands thèmes en fait que je joue actuellement. L'autre thème et l'autre conclusion en matière de scénario de gestion, eh bien, c'est ce thème de la recovery. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'Europe ressort de la crise, de mon point de vue, encore plus solide et non pas encore plus fragile. Et une partie du plan de recovery va être réallouée vers les pays du Sud et également certains pays de l'Europe centrale comme la Hongrie par exemple. Et donc, vous allez avoir un déferlement d'argent qu'il va falloir gérer et qui va profiter essentiellement aux plus faibles. Ce thème de la recovery, on le joue pleinement dans le fond. Tout naturellement, si on a compris en fait mon point selon lequel la zone euro ressort surprenamment plus forte qu'avant, eh bien, ça veut dire qu'on a tué les pessimistes. Et si on a tué les pessimistes, qui sont notamment les Américains vis-à-vis de la construction européenne, alors l'euro doit monter, et il doit monter en particulier contre le dollar, qui lui n'est pas le grand vainqueur de la crise aujourd'hui. On voit bien que les États-Unis font l'objet de soubresauts extrêmement violents, sociaux par exemple, et même de remise en cause de leurs institutions. Et le dollar est en train de se fragiliser. Donc tout naturellement, dans le fond que je gère, on va retrouver ce thème de l'appréciation de l'euro contre le dollar de manière un peu long terme. Cette reflation, forcément, alors ça peut être un thème qui ne se réalise jamais, mais elle signifie quand même, et on l'a tous à l'esprit, que on a peur de l'inflation. Et si on a peur de l'inflation, ça veut dire que les break-even d'inflation devraient augmenter. Or, c'est exactement ce qui s'est produit ces derniers jours. On a assisté à la remontée des taux nominaux en Europe, aux États-Unis, toute la semaine dernière. Et cette remontée des taux nominaux, elle n'est pas emmenée par les taux réels, mais elle est emmenée par les break-even d'inflation, dont vous allez trouver
une exposition dans le fonds. Et puis enfin, tout naturellement, ce thème de la reflation, ce thème de la reprise économique finalement, se joue au travers de matières premières industrielles et de quelques-unes que l'on peut avoir en portefeuille, notamment le cuivre, qui est à la fois un métaux, enfin qui est un métaux qui va trouver à la fois une certaine solidité et à la fois bénéficier d'une reprise de la demande dans cet environnement. Ok, tout ça est très clair. Étienne, pour terminer, on a été un peu long, mais je vois qu'évidemment, les gens ne sont pas déconnectés, donc ça veut dire que c'est passionnant. En tout cas, moi, je trouve que c'est passionnant. Rentrer, allez, 2 minutes sur Sony Multistrategic Bonds, le fonds qu'on a créé ensemble, pour que tu nous expliques, évidemment, et une fois n'est pas coutume, c'est pas le commerçant qui va expliquer le fonds, mais c'est le gérant en personne. Donc, tu vas expliquer un petit peu, allez, en 2 minutes, ce qu'il y a à l'intérieur du fonds et les idées qu'on en a. C'est intéressant. Et puis pour conclure, on fera un petit débrief du sondage de 2 questions qu'on vous a posées, une au début et une à la fin. Et c'est assez intéressant sur la construction européenne et sur la capacité des gens de penser que l'Europe est solide ou pas. On fera le débrief là-dessus pour terminer et on répondra peut-être encore à une ou 2 questions qui sont posées. D'accord. Donc, Sony Multistrategic Bonds qu'on a lancé l'année dernière, en fait, c'est un fonds de dette corporate et souveraine internationale unconstrained, c'est-à-dire qu'il est non benchmarké. Ses marges de manœuvre sont extrêmement larges et elles nous permettent de nous exprimer, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'ensemble des classes d'actifs de l'univers obligataire et de l'univers simili-obligataire. C'est-à-dire que certaines matières premières s'apparentent exactement à un actif de taux, ou exactement à une monnaie. On l'a dit tout à l'heure, l'or, c'est une monnaie dont le thème est joué dans le fonds. Cette possibilité-là de s'exprimer en fait sur des classes d'actifs très larges, elle n'est possible que parce que nos instruments sur lesquels on a beaucoup travaillé sont diversifiés et notamment les instruments, que ce soit le cash, donc les bonds, les matières premières, l'or par exemple, les devises, mais également les dérivés qui vont nous permettre de nous couvrir contre les risques. Et depuis le début de l'année, en particulier au mois de février, même si l'efficacité des instruments n'a pas été à 100% en parallèle avec la baisse du high yield que l'on avait au portefeuille, on a eu cette capacité, on l'a toujours et elle va augmenter, à nous couvrir contre les risques. Alors quels risques? Les risques de défaut au travers des CDS, le risque de mark-to-market au travers d'options qu'on n'hésite pas à utiliser pour se protéger des fortes variations de volatilité, et puis des risques évidemment de liquidité, c'est-à-dire qu'on parvient à assurer, et c'est normal, c'est notre métier, une liquidité quotidienne de la VL sans heurts. Et vous verrez que la volatilité du fonds en fait est restée assez contenue, en particulier pendant la crise. On est sur une vol de l'ordre de 10%, quand d'autres fonds, que ce soit des fonds de la maison ou des fonds concurrents, ont vu leur volatilité augmenter jusqu'à quasiment 100%. Merci. Clair. Alors évidemment, pour ceux qui auraient des questions complémentaires sur les fonds, évidemment, Blaise Nicolet et moi-même, on se tient à votre entière disposition pour expliquer tout ça. C'est vrai que c'est un fonds sur lequel on croit vraiment beaucoup à ce fonds-là parce que je pense que c'est un fonds qui est parfaitement adapté à l'univers un peu opaque dans lequel on vit aujourd'hui et pouvoir utiliser des outils modernes pour pouvoir effectivement réduire une partie de la volatilité, c'est un sujet qui est essentiel. C'est vrai que la vol a été plutôt contenue, les pertes du fonds sont plutôt bonnes cette année parce qu'on doit être autour de moins 2% depuis le début de l'année, donc c'est totalement cohérent. Et puis surtout, on a cette expertise qu'on a déployée sur la partie banque centrale qui nous semble fort intéressante pour aller un peu plus loin. Voilà. Donc merci beaucoup pour l'attention de tout le monde. Alors juste une dernière question auquel il faudrait répondre et après je vous donnerai les résultats du sondage. Tu as beaucoup parlé de l'or, Étienne, et on nous pose la question de dire comment on achète de la thématique or? Est-ce que c'est de l'or physique? Est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est des mines? C'est quoi le sujet? Oui, dans le fond, en fait, le support le plus facile, le plus liquide et le plus aisé à manager, c'est des actions minières. Et donc, des actions minières aurifères. Donc, on a soit des paniers en fait d'actions minières, soit des ETF qui sont déjà préétablis que l'on achète ou sur lesquels on s'expose au travers d'options et qui nous permettent de bénéficier à plein de cette thématique de l'or plus de cette thématique des marchés actions. Et si vous regardez le point bas en fait des minières
en mars à aujourd'hui, vous verrez une appréciation qui est assez folle, hein, qui est de l'ordre de, je crois, 300% sur certaines valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on le joue via des actions minières aurifères. Ok, très clair. Alors pour terminer, juste le résultat du sondage. Alors c'est intéressant parce qu'on avait posé deux questions. La première, c'était selon vous, la zone euro va-t-elle imploser dans les 2 ou 3 ans? Alors je pense que on n'avait pas choisi les participants, hein, mais globalement la réponse elle est assez claire. Hein, c'est non à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur la force de la zone euro. Donc c'est une conférence d'Européens convaincus. Donc moi, je trouve ça plutôt très bien. Et moi ma réponse c'est aussi non. Donc voilà, donc c'est plutôt très positif comme forme de réponse. Et puis, on a posé une deuxième question à la fin. Après l'intervention d'Étienne, estimez-vous que la zone euro sort plus forte de la crise que nous venons de vivre? Alors là, c'est un peu moins, avec un peu moins de certitude. Alors le oui l'emporte quand même, hein, parce qu'on a un oui qui est autour de 65%, mais il y a des gens qui doutent quand même de cette capacité de la zone euro à sortir un peu plus fort de la crise. En tout cas, voilà, c'est des questions qui se poseront évidemment dans la durée. Alors, merci à tous pour votre attention. On a été un peu plus long que prévu. Mais je pense que la thématique en valait vraiment la peine. On va vous renvoyer à tous, évidemment, le replay de cette conférence si vous souhaitez la réutiliser, la réécouter, ou si vous souhaitez d'ailleurs nous poser des questions autour de ces éléments-là. Je le disais tout à l'heure, Blaise et moi, on reste bien évidemment à votre disposition si vous voulez nous interroger à la fois sur Multistrategic Bonds, mais aussi sur les expertises de la maison qui sont riches sur cet univers obligataire et banque centrale. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.